Bonjour à tous. Bonjour Olivia, on t'entend. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors, on va attendre quelques petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Sylvain, est-ce que tu as pu prendre la main ou pas du tout sur… Ouais, c'est bon, je suis présentateur, ça fonctionne bon, aussi. c'est Enfin, parfait. plus maintenant parce que tu as dû reprendre la main, je pense. Ouais. C'est François, je pense, qui a pris la main, il me semble. Absolument. C'est toi qui as dû prendre la main, François, il me semblait. Je vous demande 2 petites minutes. Ouais. François, on t'entend de très loin. Mais on t'a entendu. Sylvain, je te redonne la main. Ok. Donc, J'introduis juste 2 minutes. Déjà, bonjour à tous. Alors, désolée pour ce petit temps de latence. Je me présente brièvement. Je suis Olivia. Je suis en charge du marketing et de la communication chez Envolis. Je vous remercie pour votre présence à tous. Pour resituer un petit peu l'agenda et les speakers, aujourd'hui, c'est François Leroy, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a une double casquette chez Envolis, qui est à la fois dirigeant et directeur technique, et Sylvain Stahl, qui est Sales Account Manager au sein de Sonicall. L'agenda, il va s'organiser en 4 temps, sur à peu près 65 minutes. On va essayer de se tenir au chrono. On va aborder l'évolution de la menace des techniques d'attaque, les enjeux, donc la disponibilité versus sécurité. On abordera quelques use cases avec François, et puis brièvement, on vous parlera un petit peu de l'offre Security Essentials des services managés en Envolis. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à couper votre micro qui se passe en bas à gauche de votre écran. Et puis, peut-être de mettre le bouton muet pour que ce soit plus fluide. Et puis, je vous invite surtout à utiliser le petit Q&R pour pouvoir interagir si vous avez des questions tout au long de la session. Alors, soit effectivement, on les abordera de manière un peu compacte, on les compilera et on les balayera tous ensemble, ou alors on y répondra au fil de l'eau selon le type de questions. Voilà, écoutez, je repasse la main à Sylvain et je vous souhaite une bonne présentation. Merci Olivia. Hop. Alors, j'ai pas encore la main, Olivia, pour partager. Si tu peux me mettre en présentateur ou… Ah, ça y est, j'ai la main, c'est bon, merci. Hop. Voilà. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Sylvain Stahl, je travaille chez Sonicall. Je suis basé à quelques kilomètres de chez Envolis, je suis basé du côté de Nantes. Depuis 1 an à peu près, on a quasiment tous les jours, en tout cas moi me concernant, des visioconférences, des webinars, des WebEx, etc. Donc, ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui pour rendre cette session plus dynamique et un peu plus interactive, on vous propose de travailler sur le format d'un Kahoot. Alors, ceux qui ne connaissent pas Kahoot, c'est un outil interactif. Le principe, c'est que je vais poser un certain nombre de questions. En l'occurrence, j'ai 6 questions à poser et je vais vous faire travailler un peu et je vais vous demander de répondre aux questions. Alors pour ça, il y a 2 possibilités. Vraiment, le plus simple, c'est vous prenez votre smartphone, pas besoin d'installer l'application Kahoot. Vous allez directement avec le navigateur de votre smartphone sur www.kahoot.it. Donc Kahoot, c'est Kahoot.it. Et vous avez un numéro de code PIN qui apparaît en haut. Là, c'est le 439 82 14. Vous avez juste à mettre votre nom,
il y a déjà une personne qui a compris le système de maintenant. Quand votre nom apparaît sur l'écran, c'est que vous êtes bien raccordé au Kahoot. Donc, merci à Alex, Arnaud, FJA, Gaëtan. Et donc, je vais vous laisser quelques instants, soit avec le smartphone, soit sinon avec votre ordinateur et un navigateur. Mais ce qui est intéressant avec le smartphone, c'est que vous allez pouvoir suivre la présentation sur l'écran et pouvoir répondre aux questions avec votre smartphone. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Voilà, on a déjà 6 connectés. 7, 8. Et je vous laisse apprécier en attendant la vidéo d'Envolis qui présentait notamment les derniers locaux et la soirée qui avait été organisée à cette occasion, il y a quelques mois. Voilà, c'est très bien, 14. Allez, je vous laisse encore 2 minutes et puis après, on va commencer. Voilà, vous avez les nouveaux locaux d'Envolis derrière, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, on est 17, c'est déjà pas mal. Allez, je vous laisse encore une vingtaine de secondes et puis après, on va démarrer. En sachant que s'il y a des personnes qui mettent du temps à se connecter ou qui veulent participer dans un deuxième temps, vous aurez l'URL qui sera toujours présente en haut. Vous avez le droit d'arriver en cours de route. Seulement, vous serez moins bien classé dans les réponses. Allez, on va commencer. Donc, c'est un Kahoot qui est présenté en partenariat avec Sonicall, qui est la société que je représente. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis basé sur la région ouest. Je m'occupe de l'ouest et du sud-ouest chez Sonicall. Vous avez mes coordonnées ici sur la présentation. N'hésitez pas à me solliciter ou à me mettre en contact sur LinkedIn. Moi, je reste à votre disposition. Vous avez également mon adresse email et mon numéro de téléphone. Je suis à votre disposition. Alors, en introduction, je voulais partir quand même d'un constat. Ces derniers mois, notamment avec le Covid-19, on s'aperçoit qu'il y a des changements qui, normalement, mettent des années à se mettre en place, qui sont arrivés en quelques semaines, voire quelques jours. Donc, je vous invite à prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et je pense qu'il y a des choses qui sont assez concrètes pour vous. Notamment, on voit bien, on a un changement dans les organisations de transport, que ce soit dans l'aérien. Si je prends l'exemple, l'autre fois, je suis allé à Toulouse. Les prix ils ont été multipliés par 10 parce qu'il y a 3 fois moins de liaisons. Les ventes à emporter qui se mettent en place pour proposer toujours du service sans contact. Donc ça, vous avez votre quotidien, du service à la personne, etc. Et bien évidemment, le télétravail qui représente à peu près en France, alors ça dépend des semaines et des statistiques, mais on est aux alentours de 30%. Et ça, c'est une valeur qui est importante à nos yeux sur le plan de la cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé quasiment du jour au lendemain avec des gens qui ont l'habitude de travailler en entreprise et qui bénéficient d'une certaine sécurité de l'entreprise, à se retrouver à travailler de chez eux, parfois même avec leur ordinateur personnel, ce qui complique considérablement la tâche au niveau de la cyberdéfense, au niveau de la cybersécurité. Et donc, les pirates, on va les appeler comme ça, ils n'ont pas perdu de temps. Nous, on s'aperçoit au niveau des statistiques que dès qu'on a eu les premiers confinements, quelques jours après, on a tout de suite les attaques massives de phishing, etc., qui se mettent en place pour essayer d'aller attaquer cette cible-là des télétravailleurs qui ne sont pas forcément tous sécurisés. D'accord ? Donc, une petite image pour illustrer ça, c'est que les télétravailleurs notamment, on se retrouvait c'était plutôt dans une armure dans l'entreprise, était plutôt bien protégé. Et puis, l'objectif des pirates, c'est de toujours trouver la vulnérabilité, la faille d'attaque pour aller
pour aller mener les attaques. Donc là, avec le télétravailleur, effectivement, on a considérablement augmenté ce périmètre d'attaque. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, je trouvais cette illustration qui était assez intéressante. C'est une courbe qui montre, ça date de milieu 2020 à peu près, mais c'est toujours d'actualité, qui montre les différentes attaques qu'on a pu constater. On s'aperçoit que la première attaque qui a souvent été efficace, c'est les scans RDP. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde RDP, mais si je vous parle des Remote Desktop Connection ou des accès distants, pour retrouver votre session Windows à distance, ça parle peut-être plus à tout le monde. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui ont dit « rentrez chez vous pour travailler, vous inquiétez pas, on va vous mettre un accès ». Et puis, ils ont ouvert un port RDP pour retrouver le bureau à distance. Alors, l'avantage, c'est que ça fonctionne très bien, hein, c'est très rapide. Mais l'inconvénient, c'est que si on fait ça un peu brut, un peu bourrin, entre guillemets, eh bien, c'est pas sécurisé. Et on s'estime qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, et notamment, c'est ce que cette courbe montre, ce qu'on appelle chez nous le SMB, c'est-à-dire le small business, c'est-à-dire les entreprises, les TPE notamment, qui ont fait ça, se retrouvent avec des périmètres d'attaque qui sont assez intensifs, et il se passe plutôt quelques heures ou quelques jours avant de jouer avec ces flux RDB et qu'un pirate prenne la main sur ces flux-là. Donc ça, c'est le premier vecteur. Sylvain, je ne Oui. sais pas si tu m'entends. Bonjour François, je t'en prie, je te laisse la parole en parallèle. Je vous poste dans la conversation un petit article qui est sorti justement sur cette partie RDP vendredi soir de la semaine dernière sur le monde informatique pour vous expliquer un peu les enjeux des ouvertures RDP directes sur le WAN. Je te rends la main Sylvain, je mets ce petit lien directement dans la conversation du webinar. Je te laisse donc merci beaucoup. Donc ça sur les RDP, la première chose c'est si vous voulez donner l'accès en RDP, pourquoi pas, mais faites-le de manière sécurisée. Et ça, vous avez l'équipe d'Envolis qui sera tout à fait apte à vous conseiller et à vous accompagner dans ce type de projet. Le deuxième chose, c'est le phishing. On a vu des énormes campagnes de phishing et ça continue. Et là, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est entre deux potentiellement avec un nouveau confinement qui pourrait arriver. Il faut s'attendre encore à des campagnes majeures de phishing. Et on a vu, nous, du phishing ciblé, par exemple, sur les allocations chômage dans le cas des entreprises qui mettent en place du chômage partiel, par exemple, des choses comme ça. Donc, vraiment des mails très ciblés et qui vont jouer sur ce vecteur-là. Et puis après, la troisième chose qui est présentée dans ce graphique, c'est les vulnérabilités des softwares. Alors, ça peut être aussi bien les OS, les systèmes d'exploitation ou les applications, typiquement Office, typiquement Acrobat, etc. Donc là, ce sont des attaques quand même qui sont un peu plus compliquées. Donc, les taux d'attaque sont plus bas. Les réussites sont beaucoup plus faibles, mais ça, c'est également, ça fait partie des prérequis, c'est bien évidemment penser à mettre à jour, à patcher vos applications. En parallèle, quelque chose qui n'est pas montré sur ce schéma-là, mais qu'on retrouve dans pas mal d'articles de presse, c'est une exploitation des vulnérabilités des fournisseurs de sécurité, notamment autour du VPN et du VPN SSL. C'est normal, tout le monde a dit rentrez chez vous et une partie a dit connectez-vous en VPN ou en VPN SSL. Donc les pirates se sont intensifiés leurs recherches sur les failles au niveau des vulnérabilités VPN et VPN SSL. Donc sur 2020, énormément d'acteurs ont eu des questions de vulnérabilité. Je vous cite les articles de presse. Pulse Secure, Palo Alto, Fortinet, Citrix, F5 et SonicWall également. Nous, on est concernés là sur une vulnérabilité qui est en cours d'étude depuis avant-hier sur le VPN SSL SMA. Voilà. Donc, quelle transparence, Sylvain. Bravo. C'est le cas. Donc, on est en plein dedans, c'est-à-dire les pirates cherchent les attaques majeures les plus possibles, et notamment le VPN et le VPN SSL font partie de ça. Alors, on va revenir après justement à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces attaques sur le VPN et sur le VPN SSL. Comment on peut trouver des solutions. Alors, maintenant que vous êtes tous connectés, je vous invite à prendre votre smartphone. On va arriver sur la première question. Donc, il y a 6 questions. Vous avez soit il y a une réponse ou plusieurs réponses possibles. Et l'objectif pour vous, c'est de répondre avec la bonne couleur, la bonne réponse, et également le plus rapide possible. Donc, plus vous répondez vite et bien, plus vous avez de points.
Et pour le gagnant, je crois que c'est François qui chantera une chanson pour le gagnant. C'est ça, François? Ouais. C'est exactement ça. Alors, ça marche. Je lance la première question. Alors, en 2020, nous avons constaté une hausse de ransomware de, à votre avis, est-ce que c'est plus 10%, c'est rouge, plus 20%, c'est bleu, plus 50%, c'est orange, et plus 80%, c'est vert. Il vous reste quelques secondes pour répondre. Je vois qu'il y a déjà eu 17 réponses. Effectivement, c'est la bonne réponse se cachait en fait directement dans dans l'image d'illustration. Voilà. Attention, ce ne sera pas le cas pour les autres questions. C'était pour vous mettre en chauffe. Donc, nous, on a constaté une augmentation de 20% à peu près de ransomware. Mais surtout, ce qui est important, c'est la quantité derrière. C'est qu'on parle, nous, de 120 millions de ransomware à peu près sur l'année. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont assez considérables et importants. Alors, pour illustrer aussi cet aspect ransomware, c'est qu'il y a encore 3 ou 4 ans, on expliquait ce que c'était qu'un ransomware. Maintenant, j'ai plus besoin d'expliquer ce que c'est qu'un ransomware. Mais la nouveauté qu'on a vue ces derniers mois, c'est qu'on a un ransomware qui va se combiner en même temps avec une rançon sur la diffusion d'informations sensibles. C'est-à-dire que le ransomware, il va arriver sur l'entreprise, il va commencer à chiffrer, crypter les données, mais en même temps, les données vont être sniffées, vont être pompées, vont être récupérées par les pirates. Ils vont regarder et s'ils voient des choses qui sont intéressantes, ça peut être des données, je sais pas, liées stratégiques, des données de comptables, des données sur la santé, des données personnelles, etc. Ils vont commencer à publier un petit peu sur Internet en disant, vous voyez, on a récupéré ça, donc si vous ne nous payez pas tant, on va diffuser le reste sur Internet. Donc, c'est double peine pour les victimes de ransomware. On a d'un côté le chiffrage, le cryptage, on va dire, et sur lesquels, pareil, l'équipe d'Envoys peut vous accompagner pour trouver des solutions déjà pour éviter ça, et puis après sur la partie sauvegarde, restauration. Mais on a également la menace de la fuite de diffusion des informations sensibles et confidentielles. Sylvain, ça fait, excuse-moi, je prends Ouais. la parole, ça fait aussi partie des nouveaux enjeux des sociétés de services comme Envolis, puisque il y a encore quelques mois, on estimait que en ayant bien sécurisé la sauvegarde, en testant les restaurations, bien on avait fait le job. Et aujourd'hui, bien les cryptovirus, les ransomware sortent des données pour de la publication et on se rend compte que restaurer n'est plus suffisant. Aujourd'hui, il faut encore mieux protéger pour empêcher les sorties des données pour s'estimer correctement protégé. Et je te repasse la main. Ça marche, merci. Donc, pour ceux qui ont bien répondu et qui ont répondu rapidement, votre nom apparaît ici. Donc, par exemple, là, on voit que c'est Cyril qui est numéro 1 sur cette première question, mais rien n'est perdu pour les autres puisqu'il reste 5 questions. Alors, pas besoin de répondre ici. C'était pour illustrer aussi sur le travail qu'on va faire, nous, en tant qu'acteurs de sécurité. Donc, chez Sonical, nous, on est un fournisseur éditeur de sécurité. Et donc, notre travail, c'est notamment de détecter les fichiers malveillants qui sont inconnus jusqu'à présent. Et vous avez ici une illustration sur nous les nouveaux fichiers malveillants qu'on détecte chez Sonical. Et on a mis un pourcentage dans ces nouveaux fichiers, les répartitions. Et on voit qu'on a 22% de fichiers Office. Donc, on retrouve toute la suite, Word, Excel, etc., PowerPoint. Alors, des fichiers Office qui sont peut-être moins… les clients ont peut-être moins peur d'utiliser les fichiers Office en disant « Tiens, je t'envoie un fichier Word, je t'envoie un fichier Excel ». On n'est pas encore rentré dans enfin à mon sens, dans une méfiance sur ces fichiers Office. Alors qu'on était déjà rentré dans une méfiance sur les exécutables, les applications, donc tout ce qui est .exe, les scripts, les .js, etc., les archives, les zip, les RAR, donc qui représentent 15, 23 et 22%. Et autre aspect sur lequel je voulais aussi porter votre attention, c'est les fichiers PDF. On a à peu près 10% dans les fichiers malicieux qu'on relève, on a à peu près 10% qui concernent des fichiers PDF. Donc, nous, chez Sonical, pour analyser ces fichiers-là, on met en place différents moteurs, et notamment on a un moteur de sandboxing, d'analyse comportementale. Alors, il y en a un qui est basé effectivement sur le comportement du fichier, c'est-à-dire qu'on va
l'exécuter, on va regarder ce qui se passe. Et on va l'exécuter dans différents environnements, hein, c'est-à-dire dans différentes versions de Windows, différentes versions de Linux, sur de l'iOS, de l'Android, etc. Sur la virtualisation, les différents hyperviseurs. Ça, on détecte à peu près 1200 fichiers malveillants nouveaux par jour, d'accord? Et on a un autre moteur aussi qui donne des bons résultats qui s'appelle RTDMI, c'est le nom barbare chez nous, qui va se concentrer sur les failles liées au processeur, sur les failles mémoire. Et ça, on va détecter à peu près 430 fichiers malveillants par jour. Alors, mais Sylvain, je me permets de te poser la question, tu fais ça sur les firewalls? Alors nous, on fait ça en transverse sur tous nos produits SonicWall. Donc c'est-à-dire aussi bien la partie firewall que la partie messagerie, hein, donc c'est-à-dire sur les emails, notamment les pièces jointes des mails, les liens dans les mails. On fait ça également, on peut rajouter ça sur nos bornes Wi-Fi par exemple. On fait ça aussi sur le VPN SSL pour les accès distants, pour éviter de déposer des fichiers malveillants dans l'entreprise. On fait ça également sur notre Endpoint, qui est notre outil d'antivirus de. Donc, c'est en transverse sur toute la gamme des solutions SonicWall. Et ça, c'était quelque chose qui était optionnel encore 3 ans et c'est devenu maintenant, comme on dit en anglais, un must-have. C'est vraiment devenu indispensable de travailler sur de l'analyse comportementale aujourd'hui. Alors, question 2, qui effectivement va parler plus spécifiquement d'un produit chez SonicWall. Alors, on a lancé une nouvelle gamme, une nouvelle génération de firewall chez SonicWall. Vous avez ici un apparence à la gamme TZ. Est-ce qu'ils sont 3 fois plus performants que la gamme précédente? C'est rouge. Ils ont une nouvelle interface plus moderne, c'est bleu. Ils ont des ports SFP à partir du TZ 470, c'est orange. Et est-ce qu'ils ont sinon une deuxième alimentation redondante à partir du TZ 570? Alors là, on a un peu un mélange des réponses. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez tous gagné parce que c'est le cas, cette nouvelle génération qui est arrivée en août et s'est poursuivie à Noël, qui est arrivée. Pour ceux qui connaissent un peu SonicWall, c'est maintenant ça s'appelle TZ 270, 370, 470, 570, 670 et NSA 2700. Donc ce sont des nouveaux firewalls et qui vont retrouver effectivement tous ces avantages-là. Alors on a une remontée de Anthony qui est passé devant Cyril. Cyril garde sa deuxième place. Alors, question suivante. Alors là, c'est une question également. À votre avis, combien de mises à jour de firmware on fait chez SonicWall par an concernant les firewalls? Parce qu'on n'en fait pas du tout. 0, rouge. 18 à peu près, c'est bleu. Entre 2 et 4, c'est orange. Et 129, ça c'est assez précis, vert. Alors, effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, ça c'est le nouvelle interface des firewalls chez nous, que je vous ai mis en image pour illustration. Donc, effectivement, on a entre 2 et 4 mises à jour de firmware par an. Ce qui est important, c'est à chaque fois qu'on va sortir un firmware, ça veut dire que soit on le fait pour corriger des choses, alors ça peut être des nouvelles fonctionnalités, ça peut être des améliorations, des stabilités, des corrections de sécurisation, soit c'est pour de l'innovation, c'est-à-dire ramener des nouveaux modules de sécurité. Dans tous les cas, c'est important de faire cette mise à jour, puisque notamment si on est dans le premier aspect, qui est dans l'aspect mise à jour sécuritaire, effectivement, c'est l'assurance d'avoir le minimum de vulnérabilité possible sur votre réseau. Et je pense d'ailleurs, François, que ça fait partie des engagements chez Envolis, ou en tout cas, vous avez une méthodologie spécifique liée à ça. Tu peux peut-être en toucher 2 mots sur les mises à jour de firmware. Écoute, historiquement, dans tous nos contrats de service avec Régie Préventive, on faisait 4 déplacements chez nos clients par an. Sur ces 4 déplacements, on profitait de notre présence pour pouvoir mettre à jour les firewalls et les autres composants du réseau, mais surtout les firewalls.
Il se trouve qu'avec la mutation de service manager d'Envolis, aujourd'hui, on change notre fusil d'épaule pour pouvoir non pas le faire sur 4 déplacements par an chez clients, mais le faire en 4 fois de manière transverse chez tous nos clients, alors avec une méthodologie spécifique. Mais pour pouvoir dire, on patch tous les firewalls de tous les clients sur 15 jours ou 3 semaines d'écart pour être certain que tous nos clients sous contrat soient bien patchés et bien les patchs en tout cas les corrections des dernières failles de sécurité s'il y en avait au cours de l'année. Très bien. Ah ben, merci pour cette précision. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'on a Anthony toujours en tête, suivi de Yann, Mathieu, qui sont remontés derrière. Donc, autour du firmware, c'est pourquoi en fait, c'est la preuve par l'image. Pourquoi on incite les clients et surtout les partenaires, les prestataires, les partenaires de sécurité à faire ce travail de mise à jour de firmware. C'est pour corriger les failles. Alors, si je prends un éditeur que vous connaissez tous, c'est Microsoft. Microsoft, effectivement, quand vous avez des mises à jour, moi j'ai plein de clients qui, la première réflexion, c'est ouais, voilà, c'est parti pour 20 minutes de mise à jour. Oui, mais c'est pas fait, c'est pas là pour vous embêter, c'est fait pour corriger des failles de sécurité. Et ben sur les firewalls, c'est pareil. Donc vous avez un site qui public qui va référencer toutes les failles de sécurité des constructeurs et des éditeurs dans le monde. Chez SonicWall, par exemple, on a détecté sur la partie 23 failles de sécurité, dont 3 critiques étaient en 2020 chez SonicWall. On se porte plutôt bien dans cet aspect faille, c'est que par rapport à d'autres concurrents, on n'a pas à rougir, bien au contraire. Donc, le message que je voulais vous donner, c'est il y aura toujours des nouvelles failles. Hein, mais par contre, l'important, c'est de les corriger. J'ai bien mis en majuscule. Hein, c'est on corrige les failles. Donc ça, c'est plutôt le travail que nous, on va faire en tant qu'acteur de sécurité. L'objectif, c'est de corriger ça le plus rapidement possible. Et ensuite, que ces failles soient mises à jour chez les équipements des clients. Et là, on retrouve effectivement le travail qui est fait par Envolis pour mettre à jour les équipements. Et vous aurez beau avoir le meilleur firewall du monde, qu'il soit bleu, blanc ou rouge, s'il n'est pas à jour en termes de firmware, potentiellement, vous avez un risque de sécurité. D'accord? Alors, question suivante. Question numéro 4. Est-ce qu'on peut séparer les invités, ce qu'on appelle les guests, qui sont connectés en Wi-Fi, du réseau de production? Alors, non, les invités sont les bienvenus sur mon réseau, ça c'est rouge. Oui, on peut et on doit segmenter les réseaux, c'est bleu. Et en orange, uniquement si les invités ne s'entendent pas bien. Voilà, là je pense que tout le monde a bien répondu. Au passage, ça c'est un partenaire qui avait publié pour se connecter en Wi-Fi. Il suffit juste de résoudre l'équation et vous avez le mot de passe du Wi-Fi. Donc effectivement, oui, on doit segmenter les réseaux. Hein, c'est simple quand on le dit, mais est-ce que les clients le font? Pas toujours. Donc, bien évidemment, on peut segmenter les VLAN et puis également le firewall. On a pas mal de clients qui ont bien compris que le firewall pouvait faire un travail entre on va dire la zone Internet et la zone réseau local, et qu'il va bien avoir ce travail-là par le firewall dans les deux sens. Mais je vous rappelle que le firewall, il peut aussi faire ce travail-là entre plusieurs LAN ou entre plusieurs VLAN. On a même chez SonicWall du firewall virtuel, donc on a même des clients qui prennent spécifiquement du firewall virtuel pour travailler la segmentation inter-VLAN avec un travail derrière IPS, filtrage applicatif, etc., fait par le firewall sur le LAN. Alors, Anthony toujours en tête, on a une remontée de FJA. Alors, attention parce qu'il ne reste plus que 2 questions. Hein. Alors, est-ce qu'on peut faire du multi-WAN sur un firewall SonicWall? Alors non, il faut prévoir un firewall par accès Internet. Oui, on peut connecter plusieurs liens Internet sur un firewall. Bleu. Ouais, effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, sur
tous les firewalls SonicWall, on peut connecter plusieurs WAN. Donc, c'est-à-dire, on peut connecter un ADSL, plus un SDSL, plus un fibre, de la fibre, etc. Jusque-là, on faisait aussi de la connexion 3G, 4G. Nos nouveaux firewalls qui sont sortis avec la performance qui va bien sont aussi naturellement compatibles sur les réseaux 5G. Alors, on commence à en parler en France. J'ai pas encore eu de déploiement 5G pour l'instant, mais en tout cas les firewalls sont prêts et ils sont disposés. Donc nous en fait vous pouvez affecter le nombre de ports que vous voulez. Sur la région ouest, là le record que j'ai qui est à battre, c'est 10 WAN. Donc j'ai un client qui a mis 10 accès Internet. C'est une résidence étudiante. Hein, ils ont mis 10 accès ADSL qui arrivent donc sur le firewall et ensuite qui sortent pour le réseau des étudiants. Ici, vous avez une image. On fait également du SD-WAN. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le SD-WAN, eh ben, on va reprendre ce principe de plusieurs liens. Hein. Il faut plusieurs liens. C'est le prérequis du SD-WAN. Tant qu'à faire, si vous avez plusieurs liens, bah, vous pouvez jouer avec plusieurs fournisseurs d'accès Internet. Hein, ce que vous voyez dans l'image ici, hein, ISP1, ISP2, hein, c'est 2 fournisseurs d'accès Internet. Et le principe, c'est que le SD-WAN va permettre de faire la liaison, l'interconnexion, on va dire, VPN, en utilisant au maximum les capacités des liens et en reconstituer derrière le paquet en face au niveau de l'entreprise ou au niveau du serveur qui peut être hébergé. Alors, ça peut être dans un cloud privé ou dans un cloud public. Donc, gardez à l'esprit que chez SonicWall, on fait du SD-WAN. Hein, c'est une très bonne alternative, notamment au réseau MPLS, par exemple. Et ça, c'est de base sur tous nos firewalls, hein, du plus petit jusqu'au plus gros. Alors, on a Anthony qui est en tête. Mais par contre, il y a Yann qui n'est pas très très loin, donc je pense que ça va se jouer là. C'est la dernière question, donc je vous encourage à être au taquet. Attention. Juste avant, pardon, je vois qu'il y a une question en haut qui s'est posée. Je vais la traiter peut-être en même temps. Y a-t-il des différences de fonctionnalités de sécurité suivant les modèles de firewall? Alors, non et oui. Non, je m'explique. On a les mêmes briques. C'est une excellente réponse, Sylvain. On a les mêmes briques de sécurité sur toute la gamme firewall. Ce qui va différer, c'est les performances. D'accord. Donc, plus vous avez un firewall qui est gros, plus il va avoir de traitement et de capacité, notamment en débit ou en nombre d'utilisateurs. D'accord. Par contre, on a, on va dire, 2 gammes de firewall chez nous. On a la gamme TZ, on va dire plutôt TPE, PME, et puis on a la gamme NSA qui est plutôt PME et grand compte. Et sur cette gamme NSA, en fait, nos nouveaux firewalls, là, vous avez vu un aperçu tout à l'heure, la Gen 7, on propose un moteur supplémentaire pour traiter les règles. Donc là, on est plutôt dans la notion d'administration, c'est-à-dire on propose un plus abouti, plus complexe pour traiter les règles. Donc, on est plutôt dans une notion d'administration qui est différente entre les TZ d'un côté et les NSA que de fonctionnalité. Donc, si je résume, fonctionnalité, on a les mêmes partout, mais en administration, on va avoir maintenant 2 modes d'administration, un moteur assez simple pour la gamme TZ et un moteur un peu plus complexe sur la partie NSA. Donc, ça, c'est pareil, on peut rentrer plus en détail. N'hésitez pas à me solliciter ou à contacter directement Envolis, on pourra vous présenter la différence. Les fonctionnalités sont identiques. Dernière question, attention. La messagerie est le premier vecteur de diffusion des ransomware. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est rouge. Attention, 60% des ransomware arrivent via la messagerie, des pièces jointes ou des liens. Ou faux, les ransomware se divisent majoritairement via des téléchargements. Bah, effectivement, là c'était relativement facile la réponse. Alors moi, dans les dernières statistiques, alors c'est pareil, hein, ça diffère des éditeurs, mais globalement, on est à peu près tous d'accord sur le sujet. Dans 60% des cas, ça arrive via des URL, d'accord. Donc c'est des liens dans les mails. Et dans 40%, c'est les pièces jointes dans les mails. Donc ça veut dire, c'est assez important, hein, ça veut dire derrière qu'il faut trouver aussi des systèmes pour pouvoir analyser les liens, en sachant que
les pirates, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, ils arrivent à mettre de la temporisation, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer un premier mail avec un phishing, etc., mais dont le lien n'est pas malveillant pendant 24 heures ou 48 heures. Et puis, au bout de 48 heures, ils vont changer. Ils vont garder le lien, mais derrière, ils vont mettre le ransomware, par exemple, ou la page avec qui va avoir un appelé, etc., qui va vous emmener vers une vulnérabilité qui sera active. Donc, ça veut dire que le lien, il faut le rejouer constamment. C'est pas parce que vous avez cliqué sur un lien aujourd'hui que demain, ce même lien sera valide. Donc, vous ne pouvez pas mettre un lien en liste blanche ou en dire en lien, c'est bon, je l'ai testé, il est OK. Il faut trouver des solutions qui jouent constamment les URL. De même, au niveau des pièces jointes, on va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'analyse comportementale des pièces jointes. Donc, par exemple, chez Sonical, on va traiter jusqu'à 130 extensions différentes. Donc, c'est quand même une grande majorité des pièces jointes qui peuvent circuler sur les mails. Alors, les résultats. Ah oui, les résultats. Je vous ai mis un peu de teasing. Juste avant les résultats, je rebondis sur la partie Cloud App Security, qui est la solution chez Sonical, qui est innovante depuis 2 ans, qui va travailler avec des API. Donc, pour tous les clients qui sont en Office 365, et on a de plus en plus de clients qui migrent avec Office 365. Ça fait partie d'ailleurs de l'effet Covid, c'est qu'on a de plus en plus de clients qui utilisent les outils de collaboration de Office 365. Donc, c'est pas que le mail, c'est aussi SharePoint, OneDrive, Teams. Et donc, nous, maintenant, on est capable de sécuriser en moins de 4 minutes ces flux-là via des API. Et les API, c'est quoi? C'est que vous allez autoriser Sonical à sniffer votre compte Microsoft Office 365. Donc, nous, on va regarder derrière les mails, on va regarder justement les liens dans les mails, en rejoignant à chaque fois les liens, on va analyser les pièces jointes dans les mails, on va analyser les utilisateurs pour savoir est-ce qu'ils sont, tiens, c'est bizarre, lui s'est connecté de Boufféré, très belle commune, mais par contre, il s'est reconnecté 5 minutes après de Russie. Bon, c'est à moins de s'appeler Superman, c'est pas possible. Donc, ça, c'est qu'il y a un problème d'usurpation. On va vérifier ça. On va faire aussi du DLP, par exemple, en disant ce document-là est confidentiel, ne doit pas sortir de l'entreprise, etc., etc. Donc, si vous voulez tester cette solution-là, ça s'appelle Cloud App Security. Vous pouvez avoir une licence d'évaluation très facilement. C'est dans votre compte MySonical sur la gauche. Sinon, vous demandez à Envolis ou vous me demandez directement et avec grand plaisir, on pourra vous faire tester cette approche-là. Alors, je te laisse faire le roulement de tambour, François, pour les résultats du quiz. Ouh là là, attention, le suspense. Alors, en numéro 3, félicitations à FJA. Alors, je suis désolé, je ne connais pas les initiales. En numéro 2, bravo pour Yann. Et en numéro 1, qui aura gagné la chanson de François, c'est Anthony. Voilà. Donc, par contre, Anthony, on le fera en direct par téléphone. Voilà, vous ferez une session dédiée pour ça. Donc, Yes. je vous remercie en tout cas pour d'avoir joué le jeu. Et j'espère pour vous que c'était un peu plus interactif qu'une présentation. Juste, je vois, il y a une autre question avant que je te laisse la main, François. Oui. Quelle est la place de cette solution vis-à-vis des solutions Microsoft? Eh ben, on va nous arriver en plus des solutions Microsoft. Donc, par rapport aux solutions de base, nous, on va aller un petit peu plus loin. Et puis, Microsoft propose sinon leur propre option de sécurisation. Le mot à la mode, c'est ATP. Et donc, ça fait partie aussi de pack en option chez Microsoft. Donc, ce qui peut être intéressant. Alors, moi, j'ai des clients qui me disent, moi, je garde le premier niveau de sécurité Microsoft et je couple ça avec une solution tiers d'experts de la sécurité, comme Sonical, par exemple. Ça, c'est un premier choix. J'ai d'autres clients qui disent non, moi, je prends du full Microsoft, j'ai cliqué sur l'option. C'est plus simple. Voilà. Sachez, en tout cas, nous, c'est notre métier, on fait ça depuis plus de 20 ans chez Sonical. Et comme on l'a vu tout à l'heure, nous, toutes les solutions qu'on met pour de sécurité en transverse, c'est notamment sur la partie sandboxing. Ces moteurs-là bénéficient à toute la suite de sécurité, donc y compris sur cette solution-là
qui fonctionne avec des API Microsoft qui s'appelle Cloud App Security. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. On va reprendre la main. J'arrête le partage. C'est où? Toc. Voilà. Je te laisse la main pour la suite. Ouais. C'est moi qui partager. Alors, je vérifie, mais je crois que tout le monde doit voir mon écran. Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi, Sylvain. Ça doit être OK pour tout le monde. Sauf que, ouais, OK. Donc, on est parti pour un gros quart d'heure. On va faire quelques slides très rapides, théoriques, et puis ensuite, ça va être plutôt de la démonstration. Je passe rapidement. Ça, c'était l'intervention de Sylvain. On arrive donc use case dans Volis. En 60 secondes, je fais le petit passage sur les métiers d'Envolis pour être certain que tout le monde comprenne bien comment se positionnent nos offres de services managés. 3 grands domaines d'expertise, la partie cloud hybride avec un peu de cloud public et du cloud privé, donc notre projet d'hébergement en data center, premier métier. Second métier, le métier de l'infrastructure dans lequel on va trouver 3 grandes briques, la virtualisation, le stockage et le backup. Le réseau, un réseau commuté Wi-Fi et puis le WAN avec les firewalls dont Sylvain vient de parler. Et puis, dernière grande brique, la partie OS Windows, bureau virtuel, Citrix, Active Directory, etc. etc. Dernière brique, la partie poste de travail avec les outils de productivité de Microsoft et puis des définitions spécifiques de matériel en fonction des usages puisque nous sommes dans l'ère du edge computing, c'est-à-dire la puissance à la périphérie dans les mains de l'utilisateur, de manière de faire pour nous, soit du mode projet, du build, c'est-à-dire que l'on vient chez vous construire les solutions et les installer, et puis une deuxième manière de travailler, le run, les services managés, le maintien en condition opérationnelle en mode service managé avec du pilotage. Et de tout ça, nous avons actuellement une offre de sécurité qui colore tous ces métiers pour pouvoir améliorer et monter le niveau de la sécurité de ces solutions dans le quotidien de nos clients. Deuxième 60 secondes, on fait un petit focus sur notre organisation des outils de service manager. Pour ceux qui ne connaissent pas ce slide, eh bien, c'est une suite d'outils qui sont fédérés par un portail de service qui est le PSA que l'on retrouve au milieu, qui est le portail de tickets, le portail de service qui gère également les contrats, connectés à gauche à RMM, qui est une gestion de parc et qui va faire la supervision des assets, qui va automatiser un certain nombre de tâches, nous aider à faire du déploiement et surtout patch management. Et on va aller voir à quoi nous sert cet outil aujourd'hui. Cet outil de RMM est connecté à une gestion des garanties puisque les postes de travail, les serveurs et un certain nombre d'outils réseau qui sont dans la base de données de gestion de parc vont être les garanties vont être vérifiées directement chez les constructeurs qui va nous permettre de récupérer les dates de fin de garantie pour nous assurer que le matériel est toujours sous maintenance. Nous avons la partie IT Glue que certains connaissent, qui est notre documentation centralisée et sécurisée, puisque nous avons à la fois de la traçabilité, du versionning des modifications et puis de la double authentification pour pouvoir vous connecter et récupérer vos mots de passe administrateurs. Ovic, dont nous allons parler aujourd'hui, qui nous sert à faire de la topologie réseau et puis de la visibilité applicative sur les accès Internet. Et puis LionGuard, qui est utilisé comme base de récupération d'indicateurs d'administration que l'on transforme après en dashboard de sécurité. Je passe très rapidement à notre modèle de contrat, simplement pour vous dire qu'il est au forfait et au périphérique et que dedans, vous allez retrouver un certain nombre de services, dont la gestion de parc, la supervision, les mises à jour et dont les mises à jour de failles de sécurité. Et puis, pour ne pas perdre de temps, on va passer au premier cas d'usage, qui est la gestion des versions des firewalls SonicWall via RMM avec la création automatique de tickets managés chez Envolis.
On va utiliser ce produit qui s'appelle RMM. Alors, ok. RMM, donc voilà, j'ai créé ici un petit filtre qui est un filtre webinar qui va nous permettre de récupérer un petit panel de firewall qui ont tous leur nom, voilà, que vous voyez s'afficher. S'ils sont bleus, c'est qu'ils sont up. S'ils sont gris, c'est qu'ils sont down. Et que donc, normalement, il doit y avoir un ticket qui a été créé dans notre plateforme pour cela. On a un certain nombre d'informations qui sont intéressantes dans la partie administration, comme les adresses IP externes, donc les adresses IP de connexion à Internet, les dates de derniers audits pour vérifier qu'ils sont toujours bien actifs, ici. Et puis, dans les descriptions SNMP, pardon, hop là, je sais pas, voilà, dans les descriptions SNMP, on a la possibilité de retrouver quels sont les modèles et quelles sont les versions des systèmes d'exploitation. Et cette version, la 6547-83N, est donc la dernière version à jour de ces plateformes qui, pour partie, sont patchées pendant les interventions de contrats dont nous parlions tout à l'heure. Et pour partie, n'ont pas encore été patchées, puisque vous voyez que certaines versions sont en 6546-79N, qui est la version N-1, et donc ils seront patchés au cours de l'année ou lors de notre prochaine session de patching transverse qui est de ce quarter. Bref, en mars, quoi. Donc voilà pour la partie RMM, la gestion de parc qui nous permet de suivre toutes ces informations qui sont actualisées au fil de l'eau, qui nous permettent de piloter de manière transverse et industrielle la manière dont se comportent les firewalls sous contrat de nos clients. Voilà, avec ce petit échantillon que vous pouvez voir. Alors, voilà, on a une coupure de ce firewall-là, que je ne sais pas quand est-ce qu'elle est arrivée. Je ne peux pas vous emmener dans notre système d'information ticket pour des raisons de confidentialité. Cependant, quand j'ai préparé cette présentation, j'ai voulu vous montrer qu'on avait voilà, ce week-end, en tout cas vendredi, une coupure sur un firewall, voilà, qui est donc devenu gris. Donc, puisque l'accès Internet était coupé, il y avait tous les assets qui étaient derrière ne fonctionnaient plus, donc les deux firewalls qui forment le cluster de cette installation. Et ce que vous voyez en dessous et ici, ce sont les tickets qui ont été automatiquement créés, identifiés et automatiquement créés pour ces assets qui sont devenus donc inactifs et en tout cas qu'on ne pouvait plus contacter. Et donc, on a eu 3 tickets qui ont été créés directement dans notre queue Monitoring Alert pour nous avertir et pour horodater la coupure de cet accès Internet pour nous permettre ensuite de travailler et de faire repartir ce firewall. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Pas de questions. Donc, on va passer à la suite de la démonstration. Donc, la partie topologie réseau, utilisation de l'accès Internet et visibilité applicative. Donc, comment est organisé le réseau local de nos clients, comment on regarde comment sont utilisés les accès Internet et puis voilà, quelles sont les applications qui passent sur cet accès Internet. Pour ça, on va se connecter sur notre plateforme. Sur notre plateforme qui est ici, et je vais juste avoir besoin. Où est-ce qu'on donc voilà, hop là. En termes de topologie dans Volis avec un certain nombre d'éléments, vous allez voir des firewalls. C'est un peu compliqué de jongler entre toutes les fenêtres qui s'affichent. Voilà, un accès Internet, des firewalls, des tunnels VPN IPsec. Tout ce que vous voyez en orange, ce sont des switches. Tout ce que vous voyez en rose, ici, ce sont des bornes Wi-Fi. Ici, un firewall SonicWall qui nous permet de nous connecter à Internet avec tout son petit dashboard. Ça, c'est une topologie qui est filtrée, bien sûr. Si je veux voir tous les assets connectés sur tous les switches, ça représente quelque chose qui ressemble à ça. L'idée, c'est de garder de la visibilité. Donc, on va très rapidement dans les filtres pour avoir une vue très synthétique de l'organisation du réseau. Alors, je vais juste essayer. Tu peux juste me dire comment on peut
pousser. Ok. Alors, je vais essayer de la déplacer à un endroit où on ne va pas être embêté. OK. J'ai un autre cas, voilà, un autre cas client sur lequel on va pouvoir regarder la topologie réseau qui est tout simplement celle-ci avec, alors de base, ça fait ça avec tous les périphériques. Et pour pouvoir garder de la lecture, on a fait quelques filtres qui sont orientés infrastructure, dans lequel on va aller récupérer simplement les switches et switches de niveau 3, les routeurs, les AP, les firewalls, les hyperviseurs, les serveurs, les virtual machines et les NAS pour nous permettre d'avoir une vue très simplifiée infrastructure, réseau et virtualisation. Le dashboard de notre… je fais un petit check. OK. Les dashboards de cet outil de topologie sont très, très simples. Ils nous permettent de voir les devices qui sont top utilisation. Voilà. Et puis, on a quelques informations sur la partie, sur les sessions VPN SSL qui sont en cours et sur les accès Internet qui sont en cours. Ces éléments, on va pouvoir les récupérer en allant directement sur le dashboard du firewall après. Sur ce Home Dashboard, pardon, on a aussi accès à un certain nombre d'alertes et dans les alertes, on peut déjà aller voir. Eh bien, il y a beaucoup de problématiques de printers avec des paper out, alors aucun intérêt, mais on peut voir aussi que le firmware qui est passé de la 79 à la 83 le 12 octobre 2020 a été logué dans les alertes warning de ce compte client. Nous, ce qui va nous intéresser également dans cette partie topologie, c'est la partie documentation, puisqu'on va pouvoir récupérer les configurations de tous les switches et firewalls. Alors, si vous voulez voir la configuration d'un switch, il suffit d'aller sur un switch. Et ce switch-là, on va pouvoir récupérer sa configuration, qui est celle que vous voyez devant vos yeux, qui va être versionnisée et qui va même être comparable pour savoir, en fonction des différentes versions, quelles ont été les lignes qui ont été modifiées. Hop là. OK. De la même manière, si vous voulez voir la configuration d'un firewall, c'est pour Sylvain. Si tu veux voir à quoi ressemble la configuration d'un firewall SonicWall. Ouais, moi, je suis connecté juste pour ça, moi. Eh bien, tu vas pouvoir voir que ça correspond à ça et tu vas pouvoir voir que tes ingénieurs, mine de rien, ils bossent un peu puisqu'il y a à peu près 45 000 lignes de configuration sur ce firewall. Alors, bien entendu, quand on veut comparer la version actuelle à la version précédente sur les firewalls, c'est un peu moins de sens. Malgré tout, on va pouvoir s'amuser à aller voir toutes les différences de toutes les lignes. Il sait le faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt, mais en tout cas, on sait aller néanmoins les comparer. Alors, François, il y avait une petite question justement qui était quel était, quand tu parlais au niveau des tickets, quel niveau d'alerte prennent ces tickets critical? Voilà, c'est une question de Alexandre. Est-ce que niveau, s'il y a une coupure, il y a la supervision va remonter des typologies d'alerte et des typologies d'incidents qui vont rentrer dans les matrices de SLA qui n'auront donc pas tous les mêmes impacts. Mais là, sur la partie coupure de firewall, l'impact il est élevé puisqu'il y a coupure de service. Donc, on est coupure de service pour tout le monde. Donc, on est au niveau le plus élevé dans la matrice des priorités des SLA. Donc, tu mets une sévérité en fait en fonction des incidents, si je reformule un peu la question. Ouais. Alors, tout le monde, effectivement, n'est pas forcément utile compliant, mais c'est exactement, c'est bien à le formuler. Merci, Sylvain, pour tes qualités commerciales. Voilà, je voulais… Alors, je check rapidement l'heure. Je vais aller me diriger plutôt rapidement sur le dashboard du firewall. Dashboard du firewall qui va nous permettre de nous donner beaucoup d'informations sur ces adresses IP privées publiques, donc sa description. Toutes ces interfaces, son taux d'utilisation, CPU, memory, storage, le nombre de sessions SSL VPN qu'il joue avec les maximums, etc. Ça, on sait le faire en plus, et c'est l'intérêt de ce big data, c'est qu'on sait le faire sur les 3 dernières heures avec une rapidité, une visu déconcertante. Voilà, et de la même manière, on sait le faire sur les 10 dernières minutes, toujours à la même vitesse.
voilà, pour pouvoir diagnostiquer rapidement. Et de la même manière, on sait le faire, un peu là, excusez-moi, hop. On sait le faire de date à date, du 3 au 12, et avec la même vitesse d'accès aux données, ce qui est toujours très, très pertinent quand on a besoin d'aller chercher de l'information. On va être capable, donc, en cliquant sur la patte-one, d'avoir les informations directes de l'utilisation de la bande passante. Et je vais essayer maintenant de mettre dans l'entonnoir de mon, voilà, de mon exemple. Donc là, on voit ici que la bande passante a été fortement utilisée la semaine dernière. Voilà, le 18, le 19, toc. Voilà, et donc l'idée, c'est de pouvoir, quand on a ce genre de courbe d'utilisation de bande passante, l'idée, c'est aussi de pouvoir savoir ce qui se passe. Et donc, si on va filtrer, qu'on prend sur la journée du 19 et que l'on remonte, hop, dans les tours, ben, on va voir que… Alors, j'ai du mal à montrer. Ici, j'ai filtré en bas de 12h à 14h, par exemple, et ça me permet d'avoir ce graphique qui est drill down, qui permet de faire de la très, très simplifié pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre 12h et 13h la semaine dernière. On peut voir qu'il y a un certain nombre d'applications qui ont été utilisées. On va pouvoir les filtrer uniquement sur le 3W, mais on peut également, hop là, revenir en arrière très simplement, filtrer sur la partie instant messaging, etc. Et on va pouvoir un peu décortiquer ce qui s'est passé, qui a fait quoi sur cette période de temps. Donc, on voit qu'il y a à peu près 55% des flux qui ont été pris sur la partie 3W, et que quand on clique dessus, on va pouvoir aller regarder dans nos top N, ici sur la gauche, pour aller regarder qui sont les top conversations qui ont lieu entre les gens de l'interne et les gens de l'externe. Et on va pouvoir voir qu'ici, il y a un portable qui avait cette adresse IP-là en interne qui s'est connecté sur cette URL publique. Et cette URL publique, comme chacun la reconnaît, c'est une URL de mise à jour de Windows 10. Et donc, on peut très simplement voir qu'on a eu une session de mise à jour d'un certain nombre de postes, et c'est normal parce qu'on est en train de préparer la faille 0 logon qui finira d'être patchée normalement au 9 février. Donc, on travaille beaucoup sur les mises à jour des postes de travail. Et donc, on va voir que la partie Akamai ou la partie hwcdn.net sont des sites de mise à jour Microsoft. Donc, ça, c'était dans le top d'utilisation. Mais on va pouvoir voir aussi qu'on a fait de l'instant messaging avec, par exemple, du Microsoft Teams pour un total de 2,8 mégabits par seconde. Et puis, quand on va aller voir qui a utilisé, on va aller voir que c'est principalement le portable numéro 3 qui était l'instigateur de ces sessions Teams. Pas de question toujours. Et on va pouvoir comme ça remonter de manière plus ou moins variée en fonction des différents filtres. Voilà, la partie social media. On va voir qu'il y a eu du Facebook et du Twitter sur cette période-là. On va dire pour des débits qui sont quand même pas gigantesques, 150 bits par seconde et 38 kilobits par seconde, ça fait pas beaucoup. Instagram, un petit peu de LinkedIn, un petit peu de Pinterest. Et puis, si on veut faire du Pinterest, on va pouvoir aller voir le fait que ce soit le portable numéro 16 qu'il a fait. Alors, on pourrait aller en plus tout de suite faire un remove filter, pouvoir taper le nom du portable. Et on pourrait aussi très rapidement aller voir que le portable qui a généré ces flux, c'est le portable numéro 16 qui est connecté sur le port 41 du switch 4. Sur le VLAN numéro 1, il est connecté à gigabit en full duplex. Et on peut même aller voir que si c'est un poste portable qui a l'habitude d'être ici, l'interface elle est en fait pas beaucoup utilisée, sa bande passante n'est pas beaucoup utilisée, sauf à quelques rares exceptions. J'avais un deuxième use case pour la partie en Volis à vous montrer, il est déjà 15 heures. Je ne sais pas si on a l'autorisation d'aller un peu plus loin. Si les participants restent connectés, grosso modo, l'usage est le même. Je suis passé au bureau la semaine dernière pour essayer de faire utiliser samedi, toc, utiliser un peu la bande passante dans Volis
à des fins, voilà, des fins qui sont pas très professionnelles, mais je voulais juste vous montrer que j'avais pu passer mon après-midi à faire du YouTube, et que ce YouTube, quand on regarde, ben, c'était la 166, l'adresse IP 166, qui est en fait qui est la mienne. Voilà, alors là, mon portable, normalement, on devrait le voir d'Arn, puisque je suis parti du bureau pour faire cette présentation dans un autre lieu, mais c'est bien mon PC avec cette adresse IP 166 qui était l'instigateur de toute ce streaming YouTube. Voilà, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a en général des jolies surprises. Hop, quand on regarde les applications d'un peu plus près, on voit qu'on est capable d'aller faire des hits en Russie, par exemple, et que si on filtre en haut sur la Russie, eh ben, on va pouvoir voir que quelques applications Network Services, NTP, voilà, sont parties. On a fait de la synchronisation de temps vers la Russie. Ne me demandez pas pourquoi, ça fait partie toujours du fonctionnement des réseaux. Je m'arrête ici pour la démonstration use case entre bien topologie et simplification. Je vais refiltrer. Topologie et vision simplifiée d'une topologie d'entreprise avec toutes les métriques qui sont prises en compte jusqu'à l'hyperviseur et ses taux d'utilisation. Et puis, je m'arrête là, parce que sinon, je vais continuer tout l'après-midi. Des questions, on estime qu'elles ont été posées en direct. Et puis, avant de couper la connexion, on vous a parlé tout à l'heure de la partie Security Essentials des services managés. Et en 60 secondes chrono, ben, qu'est-ce que l'on fait? On a donc un moteur qui s'appelle LionGuard qui va aller récupérer à peu près 1200 informations sur la partie Active Directory, Windows Server, Office 365, sur la partie SonicWall, Bitdefender pour les antivirus, mais tout ce qui est la gestion de parc au niveau du pilotage des postes de travail, sur le fait qu'il soit bitlocké et beaucoup d'autres informations. On regroupe tout ça dans un pool de données. De ce pool de données, je travaille actuellement sur cette version bêta avec Alexandre, qui est notre consultant cybersécurité. On a sélectionné un certain nombre de données, une grosse cinquantaine qui nous paraissent les plus pertinentes pour le moment à traiter. Et puis, on score ces indicateurs pour savoir s'ils sont un peu sécurisés, beaucoup sécurisés ou très sécurisés. Et puis, de ça, ça va nous permettre d'automatiser la construction d'un plan de progrès sur la partie sécurité. Et comme nos outils tournent en arrière-plan, on va être capable de vérifier dans le temps que ces bonnes pratiques de la sécurité restent opérationnelles malgré les entrées et sorties de postes de travail, malgré les entrées et sorties de nouvelles machines virtuelles. Et puis, on va le mettre à jour en fonction aussi des bonnes pratiques qui évoluent et puis en fonction aussi des spécifications, des préconisations de l'ANSSI. Voilà, et vous avez devant vous un petit exemple que je vais très rapidement commenter, où là, on parle par exemple de notre gestion de parc, dans lequel on va checker le statut du patch management des postes de travail, mais aussi le fait que les partitions soient bitlockées, etc. Et on va aller, par exemple, vérifier si les statuts de mot de passe dans Active Directory sont clean, combien il y a de membres des groupes administrateurs, administrateurs du domaine, et ainsi de suite. Et je vais m'arrêter là. Très bien. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous cherchons des bêta-testeurs sur ces solutions de Security Essentials. Eh bien, merci François, merci Sylvain. Plus d'autres questions à aborder? Visiblement pas. Écoutez, moi je vous remercie pour votre participation. On peut réactiver les micros tout le monde ou pas? Comment? On peut réactiver les micros. Alors, vous pouvez réactiver effectivement vos micros si vous souhaitez échanger avec François ou entendre François chanter, je pense. Donc ça, c'est tout à fait possible. Olivia, tu es en double par contre au niveau de l'audio. Je pense que tu es connecté 2 fois. Ouais, ou on t'entend via François. Ouais. Je m'entends via François. Ouais, enfin ça fait de l'écho, mais c'est pas désagréable. Vas-y.
Ah, là, on n'entend plus du Là, tout. vous m'entendez Ah, là, mieux? c'est bon, là, c'est bon, là, c'est C'est parfait. beaucoup plus fluide pour moi Ouais. et effectivement, je me sens beaucoup mieux à échanger Voilà. avec vous tous. Donc, voilà, comme je vous le disais, François est à votre disposition pour chanter et plus encore. Hein. Voilà, si vous avez des projets ou des questions en fait sur cette présentation, ces approches, toutes les équipes Sonicall et Envolis se tiennent à votre disposition. Merci pour pour votre présence. À la fin du petit webinaire, quand vous allez raccrocher, il va y avoir un petit questionnaire qui va automatiquement se proposer à vous. Je vous invite à prendre 2 minutes si vous en avez la possibilité. Ça nous permettra de recueillir un petit peu votre niveau de satisfaction sur cette approche et puis peut-être nous donner quelques sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on puisse échanger lors de ces prochains Digital Events. Donc, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très belle journée et portez-vous bien. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci Olivia. Au revoir à tous. Et n'hésitez pas, on est à votre disposition. Au revoir.